Pen Club français, 2 février 2016, Paris. Thème de la soirée, Shakespeare était-il un migrant ? 2016 fête les 400 ans de la mort de William Shakespeare. À cette occasion, Lamberto Tassinari, écrivain italo-canadien, a sorti un ouvrage intitulé John Florio alias Shakespeare. Nous l'avons reçu la veille dans les locaux de l'ODC pour une entrevue de la rubrique Acteurs de la diversité culturelle. La soirée a été coproduite par l'Observatoire de la diversité culturelle et le Pen Club français. Jean-Luc Despax, président du Pen Club français, a introduit la soirée. À table, Fulvio Caccia, directeur de l'Observatoire de la diversité culturelle et animateur de la soirée. Lamberto Tassinari, écrivain. Daniel Bougnou, auteur de Shakespeare Le choix du spectre. Et Antoine Spire, éditeur du livre. L'Observatoire de la diversité culturelle ne pouvait pas rater l'occasion de présenter ce livre qui nous invite à revisiter les coulisses de la culture européenne naissante au moment où elle allait s'imposer au reste du monde. Et c'est sans doute la vertu cardinale de cet essai dérangeant et original de nous donner un plan de coupe inédit sur la fabrication de cette culture européenne qui va se diversifier en autant de cultures nationales. Cultures nationales qui vont se confronter, s'affronter pour le meilleur, la civilisation, et le pire, la barbarie. Thème ô combien shakespearien qui inspira au lendemain de la boucherie de 14 à l'un de nos présidents ces paroles devenues célèbres. Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. Vous aurez reconnu Paul Valéry. À l'heure où le débat sur les réfugiés re-questionne l'identité européenne, découvrir que William Shakespeare pouvait être migrant, fils de réfugié, est plus qu'un signe, un signal pour réaffirmer plus que jamais l'identité plurielle de la culture européenne. Écoutez, John Florio, quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est ça qui est le scandale de cette histoire. Quand tout le monde s'est approché de Shakespeare, les professeurs, les enseignants, personne ne vous a dit qu'il y avait un Italien d'origine juive qui est né à Londres et qui a traduit Montaigne, qui a fait un dictionnaire de la langue anglaise contenant 150 000 mots, qui était l'ami, le précepteur et l'ami intime de Southampton, qui était le Fairchild of the Sonnet, qui était aussi le précepteur et l'ami intime du comte de Pembroke, qui était le secrétaire de la reine Anne pour 15 ans, qui était la référence obligée de la culture européenne à Londres, ça veut dire de la culture italienne, espagnole, française, espagnole et je l'ai dit, les trois, française, espagnole et italienne. Parce qu'il était, le traducteur des plus grands. Ben oui, je veux dire, il a traduit Montaigne, ça suffit, c'est la première traduction intégrale des essais de Montaigne qui venait de sortir. Donc il les a traduits, les livres étaient prêts en 1600, publiés en 1603. Mais il était effectivement au centre de la vie mondaine et il était le valet de chambre de la reine Anne. Donc, et avant ça, il a été précepteur auprès de la jeunesse dorée de l'époque. Je veux dire, c'est une connaissance essentielle pour tout chercheur sérieux qui veut connaître Shakespeare. On ne peut pas ne pas connaître Florio. Et c'est ça qui est arrivé, malheureusement. La biographie de Francis Yates, 1934, est fondamentale. Alors, quand vous lisez Francis Yates, si vous n'avez pas d'ornière, tout le monde comprend. C'est pour ça que Florio a été oublié, parce que toute recherche de n'importe qui sur Florio doit amener à des doutes semblables aux miennes. Je veux dire, parce que il n'y a aucun doute en lisant Yates. On comprend que cet homme était la source de la révolution linguistique de l'Angleterre. Qu'est-ce qui vous conduit la à langue. La langue. C'est la même. La langue. Moi, je suis pas. Multiforme, mais la langue, ça veut dire il y a deux jongleurs de mots, et aussi poète, parce que Florio est aussi un poète pour son propre compte. Quand il traduit Montaigne, il est forcément un grand écrivain. Parce que le livre de Montaigne la traduction de Florio a été considérée
T.S. Eliot, un classique de lettres anglaises. Alors, il a dit ça dans les années 30, et par la suite, on l'a complètement oublié. Disons, il y a plein de gens qui ont lu Montaigne, jusqu'à Stevenson, en tout cas, jusqu'au début du XXe siècle, qui ont lu Montaigne dans les Florio. Mais la preuve, c'est existentiel, c'est biographique, si vous voulez, parce que c'est les parcours de John Florio, c'est le parcours idéal et réel d'un révolutionnaire de la langue anglaise, de celui qui la fonde en effet, et puis à côté de lui, qui a été formé en Allemagne, qui a eu un père qui était un ex-franciscain et puis devenu protestante, avec les contacts à Naples, avec les évangélistes il est devenu prêcheur protestant, arrêté évidemment par l'Inquisition parce qu'il était un frère franciscain. Il est arrivé à Londres, le père de John Florio. John Florio né à Londres en 1953. 1550, oui. Oui, 1553. Donc, il a tout. Donc, il a une formation universitaire en Allemagne, à Tübingen. Je ne sais pas, peut-être un an seulement, mais il s'inscrit à 12 ou 13 ans à l'université. Quand il retourne en Angleterre, quand la Bloody Mary est partie, et la reine Elisabeth est au pouvoir en 1958, une dizaine d'années plus tard, John Florio retourne à quel âge? À l'âge de 17-18 ans. Et là, équipé de tout ce que je viens de dire, il commence sa carrière. Son père avait déjà lancé les bases d'une grande amitié avec l'aristocratie. Il continue. Il devient précepteur. Oui. Alors pourquoi il se lance dans le théâtre? Puisqu'il appartient à la noblesse, il est associé à la noblesse, précepteur, lexicographe, il est secrétaire de la reine Anne. Pourquoi s'intéresse-t-il au théâtre? Et pourquoi aussi, la question clé, pourquoi, puisqu'il est bien placé, bien introduit au sein de la noblesse, il ne revendique pas la paternité de ses œuvres lorsque ses œuvres commencent à être connues. Oui, c'est ça, l'histoire de la paternité. Il faut camper le décor à ce moment. Oui, très, très court pour les autres, on en parlait, mais quand même. L'histoire de la paternité, mais indépendamment du fait qu'il n'a pas vraiment qui n'a pas mis son nom de John Florio sur cette œuvre théâtrale, n'est pas si scandaleux. En effet, ça nous choque parce qu'on est tellement pris de chacun de et puis de l'autorité. Et évidemment, John Florio, il avait une vie très riche de satisfaction. Il était bien reçu, il était bien payé, il était même avant d'être secrétaire personnel et valet des chambres de la reine Anne, il était vraiment un espèce de Benjamin de l'aristocratie londonienne. Donc, après avoir promu la culture italienne par 2 livres de manuels d'apprentissage de l'italien pour les Anglais et vice-versa, de l'anglais pour les Italiens marchands, etc., qui vivaient à Londres, il fait un premier dictionnaire, World of Words, en 1598, et il passe déjà au théâtre, parce que c'est l'autre voie de communication la plus facile, la plus aisée pour diffuser quelque chose. Et Florio, il ne peut pas se manifester comme auteur de théâtre avec un nom italien, pour plusieurs raisons. La première est que je crois, il me semble que le deux, si on veut, par absurde, je dis par absurde parce que je ne veux pas être arrogant, mais si on veut imaginer que John Florio cherche ces 2 personnages distincts, il faut conclure que tous les 2 ont agité la plume pour l'Angleterre. Shakespeare l'a fait sans le savoir probablement, ou en le sachant mais sans le dire. Si c'est lui le véritable auteur, celui de Stratford, il a fait le même combat que Florio. Florio l'a fait en son nom, avec pleine conscience, celle vraiment d'agiter, comme Ben Jonson dira de Shakespeare,
d'agiter sa lance contre l'ignorance de son époque. Ça, c'est les mots de Ben Jonson en se référant à Shakespeare quand il édite le First Folio en 1623. Mais ces mots s'adressent en effet à John Florius, parce que c'est lui qui a objectivement et consciemment agité sa plume. Alors donc, la mission et la vision de Florio est celle vraiment de donner à l'Angleterre une œuvre qui soit digne de ce pays qui est en pleine expansion et qui avait besoin des mots, plein de mots, donc 150 000 mots anglais, qui sont les mots, forcément, c'est les mots de Shakespeare, parce que c'est la même époque. Alors je me tourne vers Daniel Bougnou. Pour la médiologue que vous êtes, c'est peine béni, Shakespeare. Oui. Je vais dire en quelques mots ce qui m'a conduit à cette ténébreuse affaire. Oui, parce que moi, je suis beaucoup plus récent que Lamberto dans cette intrigue. Oui, qu'est-ce qui vous a conduit ça? Oui. Tout près d'ici, un ami qui peut-être est ici mais que je n'ai pas aperçu, je décris ma rencontre chez lui, rue de Rivoli, m'a donné le livre de Tassinari à lire en anglais en me demandant mon avis, lui ne l'ayant pas lu. Et ce livre, je l'ai négligé 6 mois sur la table, il a traîné. Et puis, je prenais ce livre avec des pincettes. Je me disais encore ce serpent de mer, cette vieille histoire d'attribution, l'histoire est très connue, très ancienne, et encore un bobard. Mais enfin, je me rappelle très bien les circonstances dans lesquelles j'ai pris ce livre, et j'ai commencé à lire, d'abord avec des préjugés défavorables. Et puis, j'ai été d'enchantement en enchantement. Et j'ai découvert, je me suis posé plusieurs questions progressivement. D'abord, j'ai été très séduit par le ton modeste, pas du tout proclamatoire, pas du tout renversant la table, avec lequel Lamberto entre dans l'intrigue et pose les paramètres d'une attribution. Quels sont les ingrédients? Alors moi, venant de la médiologie, de l'horizon tracé par Régis, Weigel, etc., c'est vrai que pour nous, la question, c'est toujours quels sont les ingrédients des performances de la création, performances symboliques. Bon, les médias, c'est pas seulement les journaux. Les médias, c'est tout ce qui nous aide à penser. C'est tout ce qui fait qu'une pensée prend. Je sais si Shakespeare a pris. Quelles sont les conditions par lesquelles cette pensée a pris? Est-ce qu'il était vraisemblable de poser qu'elle sortait de la cervelle d'un modeste usurier de Warwickshire qui a effectivement eu une belle maison à la fin de sa vie, qui a vécu du commerce de grains spéculatif et qui avait une position d'entrepreneur de spectacle à Londres et qui naviguait pour ses affaires entre Londres et Stratford-upon-Avon. Et moi, j'ai un peu tourné dans Freud, par exemple. En 1922, Freud, dans une lettre à Ettington, et je me tourne vers toi, Philippe, parce qu'on a lu cela ensemble il y a quelques jours dans le livre de Pierre Bayard. Freud écrivait à Ettington, j'ignorais cette citation, mais elle est délicieuse. Dit, il y a 2 choses capables de me faire perdre la tête, en 1922, Freud, donc, à Ettington, la question de l'ésotérisme, parce que Jung, etc., les bouts noirs de l'occultisme, la question de l'occultisme, et deuxièmement, la question de l'identité de Shakespeare. Pourquoi avoir publié ce livre? Et ne craignez-vous pas, justement, de vous mettre à dos les professeurs de littérature anglaise? Tous parlent, pour commencer, bien sûr, des très nombreuses thèses qui ont existé pour chercher un nom à l'auteur des pièces de Shakespeare et des sonnets de Shakespeare. Et tous disent que ces tentatives, qui ont été très importantes, ont finalement, depuis le milieu du XIXe siècle, se sont fixées sur les 3 noms qui ont été cités jusqu'alors, Francis Bacon, Édouard de Vere et puis Marlowe. Et quand on examine les gens quand même qui ont été porteurs de cela, je vous donne seulement une liste. Walt Whitman, c'est pas un imbécile. Charles Dickens, c'est pas un crétin. Mark Twain, Henry James, donc Freud, et bien d'autres. Borges. Donc, tous ces gens-là ont dit qu'il était absolument exclu qu'un homme qui ne pratiquait qu'une seule langue, qui était donc à Stratford-upon-Avon et qui faisait l'aller-retour entre Stratford-upon-Avon et Londres, qui n'avait jamais voyagé à l'étranger, puisse être l'auteur d'une œuvre pareille. Et donc, quand j'ai lu le texte de Lamberto Tassinari, je me suis dit que là, il y avait quand même quelque chose de très fondamental, déjà, qui était une mise en cause des conditions de possibilité de naissance d'une œuvre pareille. Quelles sont les conditions de possibilité de naissance? Comme l'a dit Daniel Bougnou, il me semble que ces conditions de possibilité, c'est d'abord d'avoir effectivement un certain nombre de livres, c'est de parler un certain nombre de langues, c'est d'avoir lu les livres qui sont évoqués dans les pièces. Or, ces livres, notamment en italien, supposent un minimum de connaissance de l'Italie. C'est impossible de ne pas connaître l'Italie. Il y a autre chose, c'est les connaissances religieuses.
qui, à l'époque, connaissait ce qu'était le judaïsme. Beaucoup d'entre vous ont sans doute en tête le fameux monologue de Shylock, qui est un très très beau monologue. On dit que cette pièce, Marchand de Venise, est une pièce antisémite, parce que sans doute on ne le lit pas suffisamment, et elle a été interprétée de cette façon parce que la mode était l'antisémitisme. Mais on peut quand même constater que le monologue de Shylock est un des plus beaux monologues en faveur de l'humanité juive qui ait jamais été écrit. Comment ont réagi les professeurs shakespeariens et l'association des shakespeariens qui étaient là? Alors, si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que j'ai là sous les yeux le livre de François Larocque qui paraît aujourd'hui et qui s'appelle Dictionnaire amoureux de Shakespeare. Je n'ai que les preuves là, mais le livre paraît ces jours-ci chez Plon. Et quelle ne fut pas ma surprise en lisant ce livre de voir pour la première fois, il savait ce qu'il en était, puisqu'on était avec Daniel Bougnou à un colloque en décembre de shakespeariens, où nous avons défendu la thèse Tassinari, où tout l'establishment shakespearien était là, et donc on s'est fait un peu moquer, Daniel s'est fait un peu envoyer dans les cordes. Et quelle fut pas ma surprise? Il y a un article Floriot. Et que dit cet article Floriot? Donc il savait que ça venait, hein. Donc il a rajouté au dernier moment un article Floriot. John Floriot, 1553-1625, né à Londres, de réfugiés protestants italiens d'origine juive. John Floriot est l'auteur de 2 manuels de grammaire, 1572 et 1591, et d'un dictionnaire italien-anglais 1598. Mais il est surtout connu pour sa traduction des Essais de Montaigne, paru en 1603, qui allait exercer une influence notable sur plusieurs pièces de Shakespeare, notamment sur Le Roi Lear et sur La Tempête. Alors je l'interviewais tout à l'heure et je lui dis, ça veut dire quoi, influence notable? Il dit, c'est incontestable que la traduction de Montaigne, incontestable, c'est celle de l'auteur de La Tempête. Ah bon? Et donc j'ai eu l'impression, si vous voulez, là qu'il y avait déjà quelque chose qui avait bougé. C'est que l'auteur de cette traduction de Montaigne avait quelque chose à voir avec l'auteur de La Tempête. Et ensuite, il ajoute, cette influence a été étudiée en détail par Robert Elroth dans Montaigne et Shakespeare, émergence de la conscience moderne, 2011. Frances Yates et la comtesse de Chambrun ont tous deux consacré un ouvrage à Floriot, qui après la publication des livres de Lamberto Tassinari et de Daniel Bougnou, figure désormais en bonne place au nombre des candidats au trône shakespearien. Vous trouvez ça formidable? Ils sont en bonne place, candidats au trône shakespearien. Alors, bien sûr, ils ont défini d'autres candidats au trône, mais, alors, si vous voulez, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il était là avec Madame Goy-Blanquet, qui est aussi une shakespearienne notoire, et qui me dit tout simplement en répondant, mais au fond, quelle importance ça a de savoir qui était Shakespeare. Je lui ai dit, oui, attends, je termine parce que c'est le dialogue est très intéressant. Et alors, je lui ai dit, ça a une grande importance, parce que moi, je continue à penser que le lien qu'on peut avoir entre la vie de l'auteur et l'œuvre est important, pas au titre de la gare des Michards, pas pour dire d'un côté la vie d'œuvre, mais pour une autre raison. C'est que aujourd'hui, nous savons, parce que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Larocque, merci. Monsieur Larocque m'a sorti, moi je suis de la génération de ces gens qui analysent les œuvres indépendamment, le texte, rien que le texte. Et là je réponds tout de suite, moi je suis de la génération des gens qui, comme Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Jean-Pierre Vernant, analysent les œuvres en rapport avec la biographie des auteurs. Alors c'est ma génération, ça veut dire des gens qui font référence et rapportent la biographie des auteurs au contenu de ce qu'ils écrivent. Pourquoi? Non pas du tout par une curiosité mal placée, mais parce que savoir comment s'est investie cette biographie et de quelle façon cette biographie a été amenée à féconder une œuvre pareille, c'est très intéressant pour lire le texte et pour comprendre comment le texte se constitue. Je vous remercie, en tant que Daniel. Je vous convie, comme je le convie par chanteur, à manger des crêpes et à boire du cidre. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous.
vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.